Les affaires criminelles les plus troublantes débutent là où l'on croit qu'elles finissent. Au début, vous suivez une chronologie claire, un suspect évident ou un mobile précis, puis l'histoire prend un tournant et révèle des horreurs cachées. Numéro 10. C'était en 2006 lorsque Caroline Watson et Julian Buchwald sont tombés follement amoureux l'un de l'autre. 2 ans plus tard, ils prévoyaient déjà de se marier. Début 2008, le couple avait même discuté avec le pasteur local de leur église, la même église qui les avait présentés. Ils étaient déterminés à passer le reste de leur vie ensemble. À l'époque, Caroline vivait à Churchill, en Australie, à une courte distance de la petite ville de Budgerry où habitait Julian. C'est de cette ville que Julian partirait le matin du 4 mars 2008 pour aller chercher sa petite amie pour un rendez-vous. Ils avaient prévu de pique-niquer, comme souvent. Après avoir récupéré Caroline, le couple s'est rendu à la ferme de 1200 acres des parents de Julian pour charger nourriture et provisions pour leur sortie. Le jeune homme a dit à sa mère qu'il serait de retour à 15 heures. L'endroit où ils allaient se trouvait sur la propriété, près d'une cascade. Le trajet s'est passé sans incident jusqu'à la découverte d'une carcasse d'animal. Julian était curieux et fasciné par la scène, il arrêta la voiture et dit à sa petite amie qu'il ne serait pas long. Après plusieurs minutes, Caroline envisagea de sortir de la voiture pour suivre Julian et s'assurer qu'il allait bien. Avant qu'elle ne prenne cette décision, la jeune femme jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et aperçut une silhouette inconnue, vêtue de noir et portant une cagoule, qui s'approchait de la portière côté passager. Caroline n'eut pas le temps de réagir. L'inconnu la tira de la voiture, lui scotcha la bouche, l'attacha et la jeta sur la banquette arrière. Plusieurs heures s'écoulèrent avant que le véhicule ne s'arrête enfin et la victime fut tirée dehors et laissée au sol. De retour à la ferme, les parents de Julian s'inquiétèrent. L'absence de leur fils et de sa petite amie était inhabituelle. Finalement, la mère de Julian fit les 100 pas dans l'allée. En fin d'après-midi, elle vit quelque chose coincé dans le portail. La lettre semblait venir des ravisseurs. Le message laissait penser que la famille de Julian connaissait les agresseurs avec des phrases comme « Vous ne pouviez pas nous laisser tranquilles et vous les récupérerez quand nous aurons fini ici ». La note menaçait la famille pour l'effrayer et l'empêcher d'appeler la police, ce qu'ils n'ont pas fait. Au cours des heures suivantes, des recherches approfondies ont été menées, mais aucun signe du duo disparu n'a pu être trouvé. La police n'a reçu de nouvelles qu'une semaine plus tard. Caroline et Julian avaient été retrouvés à près de 200 km de Budgerry. Ils étaient tombés sur la route près du parc national alpin. Ils étaient brûlés par le soleil, couverts d'ampoules et d'ecchymoses, mais au moins en vie. Ils ont été conduits au poste de police pour interrogatoire où Caroline a raconté les faits. Comment elle a été sortie du véhicule, ligotée, yeux bandés et bâillonnée avec du ruban adhésif? Elle n'a été libérée que par son compagnon Julian, qui disait s'être détaché et avoir repoussé les assaillants, selon lui membre d'une secte satanique. Pendant les 6 jours suivants, ils allaient vivre dans la nature avec les quelques provisions qu'ils avaient emportées. Les enquêteurs ont visité le site de l'enlèvement du couple et y ont trouvé des preuves clés, une pelle, une corde, des vêtements et du ruban adhésif. Mais en analysant ces preuves, les enquêteurs ont découvert quelque chose de particulier. Tous ces objets appartenaient à Julian Buchwald. C'est alors que l'histoire d'enlèvement, de secte et de mariage commença à se déliter. Sous pression, la prétendue victime a avoué qu'aucun n'était réellement en danger. En fait, c'était lui, Julian, qui était derrière l'enlèvement. C'était une ruse habile, expliqua-t-il, pour séduire sa petite amie et la pousser à l'épouser plus tôt, se présentant en chevalier en armure. Bien qu'ils prévoyaient de se marier, Caroline insistait pour qu'ils attendent, car elle voulait finir ses études. Julian avait besoin d'un climat émotionnel intense pour concrétiser leur relation. En août 2009, Julian Buchwald a été reconnu coupable d'enlèvement et condamné à 7 ans et 3 mois de prison, avec 6 mois supplémentaires pour avoir tenté de fuir la justice. Numéro 9. C'était le 12 décembre 1997, lorsque 6 hommes se sont rassemblés devant Dunbar Armored Facility sur Mateo Street à Los Angeles, en Californie. Ils étaient vêtus de vêtements distinctifs, portaient des cagoules et tenaient des armes à feu lourdes. Ils sont entrés, ont évité la plupart des caméras et ont attendu dans la cafétéria du personnel. Ils savaient que les gardes prendraient leur pause déjeuner là-bas vers 12h30, ce qui permettait aux braqueurs de tendre une embuscade sans déclencher l'alarme.
C'était un vendredi, ce qui signifiait que la chambre forte contenant une somme importante d'argent resterait ouverte, permettant un transfert rapide de grosses sommes d'argent. Les 6 voleurs ont maîtrisé les 2 gardes et les ont attachés avec du ruban adhésif. Aucun coup de feu n'a été tiré durant cette épreuve, un choix délibéré qui empêchait les braqueurs d'attirer l'attention. Pendant les 30 minutes suivantes, le groupe allait charger méthodiquement un camion U-Haul stationné à l'extérieur. Et à la fin, ils avaient amassé près de 19 millions de dollars, ce qui représenterait environ 40 millions à l'heure actuelle. Les hommes masqués ont pris la fuite, réalisant le plus grand vol d'argent liquide des États-Unis jusqu'à ce que le braquage du dimanche de Pâques 2024 leur ravisse ce titre. Ils n'ont laissé aucune preuve derrière eux, ni aucune victime, qualifiant l'événement de chef-d'œuvre criminel. Les employés de Dunbar ignoraient tout comme les autres, sans savoir qui pouvait être derrière un tel professionnalisme et une telle organisation. Ce n'est que 2 ans plus tard que l'un des braquages les plus célèbres serait résolu. Et le principal auteur était quelqu'un que presque personne n'aurait soupçonné. Lorsqu'un homme discret a remis à un agent immobilier une liasse de billets encore attachée avec sa bande de sécurité, il a déclenché une série d'événements qui mèneraient à la condamnation des 6 braqueurs et à l'identification d'un cerveau inattendu. Eugene Lamar Hill a été arrêté après que l'agent immobilier a contacté la police. Il a immédiatement avoué le crime et a impliqué les autres braqueurs. Parmi les suspects figurait Alan Pace le troisième, originaire de Compton et ex-employé du Dunbar Armored Facility. Au cours de l'enquête, on a découvert que juste avant le braquage, Pace avait été licencié de son poste là-bas. Avant de quitter son emploi, cependant, il a pris soin de documenter chaque point faible, les plans des lieux, la routine et de cartographier chacune des caméras. Il a alors contacté 5 amis d'enfance et les a recrutés, leur fournissant tout le nécessaire pour réussir le braquage. La nuit du braquage, le groupe de 6 hommes s'est retrouvé à une soirée chez quelqu'un où un alibi serait établi. À leur arrivée à la banque, Pace a brandi ses clés, qu'on ne lui avait pas encore retirées, permettant ainsi aux cambrioleurs d'entrer dans l'établissement. Il avait chronométré les caméras de sécurité et déterminé comment chacune d'elles pouvait être soigneusement évitée. Une fois tout terminé pour une sécurité maximale, Pace retirait tous les dispositifs d'enregistrement des caméras, puis, ensemble, ils retournaient à la soirée chez quelqu'un, consolidant ainsi leur alibi. Numéro 8. Le 19 avril 1995, une explosion a retenti dans le centre-ville d'Oklahoma City, là où se trouvait le bâtiment fédéral Alfred P. Murrah. Le complexe gouvernemental fédéral accueillait l'administration de la sécurité sociale, le département du logement des États-Unis, les bureaux du secret service des États-Unis et d'autres centres. Cela faisait du bâtiment un lieu presque toujours très fréquenté. Ces vies furent bouleversées quand une explosion à l'intérieur du bâtiment fit trembler ses murs et en détruisit un tiers. Une enquête révélerait bientôt que l'événement était une attaque intentionnelle, mais l'identité des responsables restait un mystère. Peu après l'événement, les secours fouillèrent les décombres, mettant au jour des survivants et des victimes. Les secouristes allaient extraire 684 blessés des décombres ainsi que près de 200 corps. L'attaque d'Oklahoma City reste l'acte de terrorisme intérieur le plus meurtrier contre le gouvernement américain. Alors que les opérations étaient en cours pour sauver les victimes de l'explosion, dégager les décombres et retrouver les responsables, de l'autre côté de la ville, le policier Charlie Hanger effectuait sa patrouille habituelle lorsqu'il a reçu cet appel. Envoyé au bâtiment fédéral pour aider au sauvetage, il a été rapidement rappelé et prié de rester sur place et de poursuivre ses activités habituelles. Peu après cet appel, Charlie remarqua une Mercury jaune sans plaque d'immatriculation. Il a arrêté le véhicule pour un simple contrôle routier lié à une plaque manquante, mais Charlie sentait que quelque chose clochait. Il est resté à distance de la Mercury et a demandé au conducteur de sortir. Timothy McVeigh, vétéran de la guerre du Golfe, est sorti et a tout de suite montré qu'il portait une arme que Charlie a vu dissimulée dans sa veste. McVeigh a également averti l'officier que l'arme à feu était chargée. Le policier a menotté McVeigh et a effectué une fouille standard révélant un chargeur de rechange, une lame aiguisée, une carte de visite avec une note écrite au dos et un Glock de calibre 45 chargé de cartouches Black Talon. Charlie a transporté l'homme en prison pour port d'armes dissimulé. De retour au bâtiment fédéral Alfred P. Murrah, le FBI avait découvert un camion de location provenant de Junction City, au Kansas. Les enquêteurs ont contacté l'agence et un portrait robot a été réalisé par la police selon la description de l'homme se faisant appeler Robert Kling, le présumé locataire du camion.
Plusieurs personnes ayant vu le portrait robot ont reconnu Robert Kling comme Timothy McVeigh. C'était le même Timothy McVeigh que le policier Charlie Hanger avait arrêté puis écroué 2 jours plus tôt. Le principal suspect du FBI dans cette attaque violente était, de façon inattendue, déjà en prison, suite à un simple contrôle routier. La carte de visite que Charlie avait trouvée en possession de Timothy McVeigh est devenue une pièce à conviction cruciale. Elle provenait d'un magasin de surplus militaire et la note au dos de la carte disait « Nous aurons besoin de plus de TNT. 10 $ le bâton. » Numéro 7. C'était en 2012 lorsque Dave Krupa, un mécanicien de 37 ans d'Omaha, Nebraska, cherchait à se remettre à faire des rencontres après une récente séparation avec sa femme. Dave semblait apprécier les rencontres et d'après les rapports, voyait plusieurs femmes à la fois. On le décrivait comme un homme ordinaire et gentil, recherchant simplement de la compagnie. Il a trouvé cette compagnie auprès de Shannon Liz Goyler, qu'il voyait de façon occasionnelle. Liz travaillait comme serveuse à l'époque et était mère d'un enfant. Ceux qui la connaissaient la décrivaient comme sympathique, mais elle était aussi connue pour devenir assez compétitive et avait un côté jaloux. Lorsque Carrie Farver, âgée de 37 ans, est entrée en scène, la personnalité de Liz est devenue évidente. Carrie était une femme intelligente et une mère célibataire qui vivait dans l'Iowa et travaillait au bureau du trésorier du comté de Pottawatomie. Ses proches décrivaient Carrie comme attentionnée, pétillante et responsable. Dave a précisé à ces 2 femmes qu'il les voyait sans engagement et ne cherchait rien de sérieux. Carrie et Liz connaissaient aussi l'existence l'une de l'autre et étaient conscientes du triangle amoureux dans lequel elles s'étaient retrouvées. Elles se croisaient parfois dans les couloirs de l'appartement de Dave, l'une partant quand l'autre arrivait. Le matin du 14 décembre 2012, cependant, marqua la dernière fois que Carrie rendit visite à Dave. Elle quitta son appartement ce matin-là, puis cessa brusquement de le voir. Au début, sa propre famille n'eut plus de nouvelles d'elle non plus et commença à s'inquiéter. Mais à la fin de la journée, ils commencèrent à recevoir des réponses, ce qui ne fit qu'aggraver leurs inquiétudes. Les réponses reçues ne ressemblaient pas à celles de Carrie. Elle leur a annoncé son déménagement dans un autre état et qu'elle ne voulait plus de contact, même avec son fils. Dave recevrait un message similaire, affirmant qu'elle partait s'installer au Kansas pour commencer un nouvel emploi et qu'elle avait besoin d'espace. Peu de temps après, cependant, le ton a changé. Ces messages sont devenus agressifs, accusateurs et menaçants. Pendant les 3 années suivantes, les messages incessants allaient continuer, même après qu'il ait officialisé sa relation avec Liz, qui a subi le même tourment. Les messages affirmaient que Carrie les surveillait et mentionnaient des détails très précis sur leur vie personnelle, ce qui ne faisait que renforcer l'idée qu'ils étaient harcelés. Les événements ont abouti à 2 ordonnances d'éloignement prises par Dave et Liz contre Carrie, qui, en 2015, n'avaient toujours pas été vues par ses proches. Les inquiétudes de sa famille concernant sa sécurité et la question de savoir si les textos et les emails provenaient vraiment d'elle ont conduit à un nouvel examen de l'affaire. Les détectives du service de police d'Omaha se sont concentrés sur Dave et Liz, car ils étaient tous 2 victimes de harcèlement. Dave a été presque immédiatement mis hors de cause, mais Liz, en revanche, avait attiré davantage l'attention. Après avoir montré aux enquêteurs une lettre manuscrite de Carrie et affirmé qu'elle avait incendié sa maison, ils ont examiné les traces numériques. Et en utilisant l'adresse IP, les détectives ont pu déterminer que les messages étaient envoyés depuis des points Wi-Fi locaux à Omaha, comme des bibliothèques et des entreprises. Les enquêteurs allaient également découvrir que ces endroits étaient fréquentés par une personne impliquée dans l'affaire, et ce n'était pas Carrie. Liz Goyler, il s'est avéré, n'était pas une victime de harcèlement, mais plutôt celle qui était derrière tout cela. Après avoir confisqué son iPad, la police allait découvrir un complot plutôt complexe, ainsi que des preuves d'un homicide. Grâce aux preuves trouvées sur l'iPad, les enquêteurs ont pu déterminer que Carrie n'était plus en vie. Liz, folle de jalousie, aurait ôté la vie à Carrie et pour détourner les soupçons, a commencé à usurper son identité. Lors de son arrestation et de son interrogatoire, la femme a tout avoué, affirmant avoir agi ainsi pour protéger Dave de Carrie, qu'elle a décrite comme malveillante. En 2017, 5 ans après la disparition de Carrie, Liz a été reconnue coupable de meurtre avec préméditation et condamnée à la réclusion à perpétuité. Tragiquement, Carrie n'a jamais été retrouvée, mais même sans corps, les enquêteurs ont pu établir la vérité pour sa famille, qui savait depuis le début que tout n'était pas comme il y paraissait. Numéro 6.
Située à Bagdad, se trouve l'une des plus grandes banques commerciales d'Irak, qui est devenue le théâtre de l'un des plus grands braquages de banques de l'histoire. C'est la Dar es Salaam Investment Bank qui allait devenir la cible d'un braquage à grande échelle. Cela a entraîné la perte de 282 millions de dollars américains et de 220 millions de dinars irakiens, ce qui valait environ 173 000 dollars à l'époque. C'est le 11 juillet 2007, en pleine guerre civile irakienne, que ce vol minutieusement préparé allait être découvert, laissant derrière lui une série de questions sans réponse et un manque d'action judiciaire. Ce matin-là, comme d'habitude, les directeurs de la banque Dar et Salam sont entrés dans la chambre forte pour un contrôle de sécurité. À leur grande surprise, cependant, les coffres de la banque avaient été vidés. 282 millions de dollars américains et 220 millions de dinars irakiens avaient disparu. Avec les ressources et l'influence de la police irakienne concentrée sur la guerre en cours, peu de choses ont été faites pour enquêter sur cet événement troublant. Ceux qui se sont penchés sur l'affaire ont souligné un élément évident mais néanmoins choquant du crime. C'était un coup monté de l'intérieur. Lorsque 3 agents de sécurité ne se sont pas présentés au travail dans les jours qui ont suivi, il est devenu évident qu'ils étaient impliqués dans ce braquage majeur. Profitant du calme nocturne, ils ont méthodiquement commis le braquage puis disparu sans laisser de traces. Tandis que le monde suivait les violences sectaires, 3 hommes munis des codes et clés d'une des banques les plus prestigieuses au monde ont orchestré l'un des plus grands braquages bancaires jamais réalisés. Ils n'ont utilisé ni explosifs, ni outils d'effraction et n'avaient ni plan élaboré ni connaissance particulière des braquages de banque. Ils ont juste utilisé un timing parfait, leur connaissance interne et une police débordée. Comme ils n'ont été interceptés à aucun point de contrôle de Bagdad, on a pensé qu'ils pouvaient être liés à une conspiration plus grave et à une milice qui les a aidés à quitter la ville avec l'argent et à disparaître. Le plus choquant dans cette affaire criminelle est qu'aucun impliqué n'a été arrêté, même si une grande partie de l'argent est réapparue avec le temps. Numéro 5. Heather Kwan et Ryan Waller sortaient ensemble depuis près de 8 mois lorsqu'ils ont décidé d'emménager ensemble et ont loué un appartement à Phoenix, en Arizona, avec une autre colocataire nommée Alicia. Nous étions en 2006 et Ryan venait tout juste de terminer ses études secondaires, tandis que Heather suivait des études universitaires. Aux yeux de tous, leur relation paraissait ordinaire. Ils étaient tous les deux fous amoureux l'un de l'autre et tout semblait bien se passer. C'est pourquoi tous ceux qui connaissaient le couple ont été surpris quand la police a encerclé leur appartement à Noël, après que des proches, inquiets de n'avoir eu de nouvelles ni de l'un ni de l'autre ce jour-là. Les policiers Sokeso ont découvert Heather victime d'une attaque mortelle, tandis que Ryan, avec un œil au beurre noir, agissait normalement dans l'appartement. Pensant qu'il était l'auteur de cette attaque tragique, il a été arrêté et emmené pour être interrogé. Mais Ryan ne pouvait pas se souvenir de grand-chose de ce qui s'était passé ce jour-là. Les détectives ont supposé qu'une dispute domestique entre lui et sa partenaire avait dégénéré en une altercation physique fatale. Ryan passerait 4 heures en voiture de police, puis 2 heures en salle d'interrogatoire. Ce n'est que 6 heures après son arrestation que les détectives apprirent que le bleu de Ryan ne venait pas d'une victime se défendant. Des assistants médicaux sont venus au commissariat et ont examiné la blessure. Il s'est avéré que Ryan avait survécu à une fusillade, une balle ayant pénétré son œil gauche et perturbé le fonctionnement de son cerveau. Malgré son état et avant d'être transporté à l'hôpital, il a pu nommer les agresseurs qui ont ôté la vie de sa petite amie et l'ont laissé avec des crises d'épilepsie invalidantes par la suite. Il a désigné son ancien colocataire Richie Carver et son père Larry comme coupables. Ryan a d'abord essuyé des tirs, puis Carver est allé dans la pièce voisine où il a tué Heather qui reposait sur le canapé. Le père et le fils ont cambriolé la maison, prenant une guitare et des appareils électroniques jamais retrouvés. Mais à l'insu des agresseurs, Ryan Waller avait survécu à l'attaque assez longtemps pour les identifier et assister à leur arrestation. Numéro 4. L'unité 7 du Heathrow International Trading Estate, dans l'ouest de Londres, en Angleterre, allait servir de décor à l'un des plus grands et tristement célèbres braquages de l'histoire britannique. Cet entrepôt apparemment ordinaire, dissimulé parmi de nombreuses unités similaires, était en réalité le centre névralgique d'une quantité importante de métaux précieux. L'unité 7 était exploitée par Brinks-Mat, une coentreprise issue du partenariat entre la célèbre organisation de sécurité américaine Brinks et la société londonienne Mat Transport. Cet effort conjoint visait à offrir une sécurité maximale pour les biens précieux entreposés à l'intérieur.
L'entrepôt était destiné à stocker des lingots de Johnson Matthey Bankers Limited, une institution financière renommée, forte d'une longue histoire dans le commerce des métaux précieux. La présence de ces précieux lingots rendait l'endroit une cible évidente pour un grand braquage. Les mesures de sécurité en place étaient censées dissuader tout criminel potentiel. Mais comme l'histoire allait bientôt le révéler, même les défenses les mieux préparées peuvent parfois être franchies. Il était 6h40 du matin le 26 novembre 1983 lorsque 6 braqueurs masqués et armés ont fait irruption dans l'entrepôt sans avertissement. Le personnel, occupé à ces tâches, a été choqué par l'arrivée soudaine de ces criminels. Le gang était méthodique dans son approche, ayant manifestement pris le temps de planifier cette attaque. Ils ont répandu de l'essence dans l'établissement, arrosant les sols et menaçant d'y mettre le feu, piégeant le personnel à l'intérieur à moins qu'il ne coopère et ne révèle la combinaison de la chambre forte. La pression était écrasante, ne laissant aux employés que très peu de choix si ce n'est d'obéir. Au départ, on pensait que l'objectif de l'auteur était le million de livres sterling en pesetas espagnols conservés dans le coffre-fort. Mais à l'ouverture du coffre-fort, les braqueurs ont découvert une scène inattendue. 3 tonnes de lingots d'or pur qui n'étaient censés être stockés là que pour une courte période. 6800 lingots d'or avaient été entreposés pour la nuit dans l'entrepôt, chacun représentant à lui seul une petite fortune. Cette énorme cargaison devait être transférée à Hong Kong peu de temps après. Profitant de la confusion après l'ouverture de la chambre forte, les voleurs ont agi vite et méthodiquement. Ils ont chargé non seulement l'argent liquide en pesetas espagnols et les lingots d'or, mais aussi du platine, 1 millier de carats de diamants exceptionnels et pour 250 000 $ de chèques de voyage dans leur véhicule. Le butin du gang s'élevait à la somme stupéfiante de 26 millions de livres à l'époque, une somme qui équivaudrait à environ 290 millions de livres aujourd'hui. Quand tout fut terminé et que les forces de l'ordre arrivèrent enfin sur les lieux, la première question qui préoccupait tout le monde était « Comment les braqueurs ont-ils réussi à contourner les mesures de sécurité strictes ?» La réponse allait apporter un rebondissement choquant à une histoire déjà dramatique. Il s'est avéré que le gardien de sécurité posté à l'entrepôt était complice du braquage. Le gardien, Anthony Black, avait permis au gang de voleurs d'entrer et les avait aidés à s'enfuir avec un butin conséquent. Aucun autre membre du personnel n'avait anticipé cette trahison. Pour eux, Black n'était qu'un autre agent de sécurité. Mais son rôle dans l'un des plus grands braquages britanniques lui a valu 6 ans de prison pour vol. Numéro 3. Il n'est pas rare que des patients meurent dans les hôpitaux et centres médicaux. Le diagnostic peut être terminal, les blessures graves et parfois les opérations tournent mal. Lorsque des patients malades décèdent dans ces hôpitaux, cela est souvent considéré comme naturel, surtout lorsqu'il n'y a pas de preuves suggérant le contraire. Cependant, entre 1988 et 2003, les centres médicaux du New Jersey et de la Pennsylvanie connaissaient un taux de mortalité croissant. Le nombre de patients décédant de leur maladie a fortement augmenté, même parmi ceux en voie de guérison. Ces décès ont laissé le personnel hospitalier attristé et perplexe, mais les mentions de cause naturelle insistaient sur le fait que rien n'était anormal. Certains pensaient qu'il se passait quelque chose de plus inquiétant. Ces inquiétudes ont culminé en 2003 au Somerset Medical Center. C'est ici qu'une infirmière nommée Charles Cullen avait récemment pris un poste. Il avait 16 ans d'expérience et avait travaillé dans 9 hôpitaux différents. Il venait d'être renvoyé de son poste à Sacred Heart et avait déménagé dans le comté de Somerset, où il serait embauché au centre médical. Cette année-là, le personnel de l'établissement s'est inquiété après avoir remarqué l'administration incorrecte de médicaments effectués par l'une des infirmières. Par la suite, un examen a été effectué à l'hôpital et il a été découvert qu'une administration inappropriée de médicaments avait entraîné le décès de plusieurs patients. À ce moment, on estimait leur nombre à une douzaine. Au centre de cette enquête se trouvait Cullen, le nouvel infirmier. L'enquête allait révéler l'impensable. L'infirmier avait volontairement donné de mauvaises doses et des médicaments inadaptés à des patients, causant la mort de plus d'une douzaine de personnes. Ces crimes, cependant, allaient bien au-delà de cela. 2 mois après le début des investigations, Cullen, qui ignorait qu'il faisait l'objet d'une enquête, est sorti dîner avec une amie et collègue, Amy Lofran. Amy portait un micro pendant le repas, permettant aux enquêteurs d'entendre un aveu cauchemardesque. Ce soir-là, Cullen a raconté à Amy comment il avait utilisé des doses létales de divers médicaments pour mettre fin à la vie de jusqu'à 40 personnes.
Les 9 établissements médicaux où il avait travaillé auparavant étaient répartis à travers la Pennsylvanie et New York. Et tous avaient constaté une augmentation inexplicable des taux de mortalité au cours des dernières années. À l'insu de ces hôpitaux, c'était l'un de leurs propres employés qui était le principal facteur à l'origine de cette hausse. Cullen a été arrêté et a plaidé coupable de 29 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et de 5 chefs de tentative de meurtre. Les chercheurs, cependant, estiment que l'infirmier était responsable de jusqu'à 400 cas, dont la plupart ne peuvent pas être confirmés simplement en raison du manque de dossiers médicaux. Numéro 2. Le 11 avril 1994, la police a été appelée à un étang situé dans le village de Luchong, dans la province du Hubei, en Chine. Les habitants ont vu une silhouette flotter dans l'eau. Les agents ont pu conclure qu'il s'agissait du corps d'une personne décédée. Le corps a été retiré de l'eau et il s'est avéré qu'il s'agissait de celui d'une femme. Elle portait un gilet en laine jaune, une chemise en cartame, des leggings noirs, un short bleu et des chaussures violettes foncées. On estimait qu'elle avait environ 30 ans. L'autopsie a montré que la femme non identifiée avait subi une agression, son corps présentant plusieurs blessures. On présume que son décès est survenu 2 mois plus tôt. Dans l'espoir d'identifier la femme, les policiers ont envoyé un avis à plusieurs villages, contactant les habitants ayant signalé la disparition de parentes. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'une femme se manifeste. Elle avait signalé la disparition de sa fille, Zhang Zaiyu, après être restée sans nouvelles. Ils ont précisé que Zhang avait disparu fin janvier de cette année. Elle avait 29 ans et mesurait environ 115 cm. Sa famille l'a décrite comme ayant un visage rond, les cheveux courts et le nez retroussé. Elle était également habillée à la mode. La description semblait correspondre à celle des restes non identifiés, ce qui a amené la police à conclure que le corps retrouvé appartenait bien à la disparue Zhang Zaiyu. Les enquêteurs ont alors été dirigés vers Xiao Zaiyu, l'époux de Zhang. Selon lui, Zhang souffrait de troubles mentaux, conséquence de son travail très stressant et peu gratifiant. Il a déclaré que tous les deux s'étaient disputés et que Zhang avait ensuite s'était enfui de chez elle. Cependant, les enquêteurs ne croyaient pas à Xiao qui niait à plusieurs reprises être impliqué dans le décès de sa femme. Il a même suggéré une erreur d'identification du corps, affirmant que Zhang était encore en vie. Xiao a été arrêté et interrogé sans relâche pendant 10 jours, au cours desquels il a subi de graves brutalités qui ont fini par le contraindre à avouer. Après 4 versions différentes, un long procès et des lettres de personnes du village affirmant que Xiao était un ivrogne belliqueux, l'homme a été condamné. Pendant 11 ans, Xiao est resté incarcéré, étiqueté comme un maniaque homicide. Puis, en mars 2005, l'inattendu s'est produit. Zhang Zaiyu, la victime dont le décès avait été confirmé, est apparue dans le village. La femme a raconté qu'après une dépression nerveuse, elle a fui son domicile, rencontré un homme dans le Shandong, l'a épousé et a eu un fils avec lui. Elle a continué à vivre une toute autre vie dont personne à Luchong n'était au courant. Son retour inattendu allait entraîner la libération de Xiao après que Xiao ait été condamné pour un crime qui n'avait pas eu lieu. La victime était toujours en vie, donc il ne pouvait évidemment pas être coupable du crime. Cependant, cet événement allait finalement entraîner la réouverture de l'affaire du corps mal identifié, dont l'identité était de nouveau inconnue et dont l'auteur n'a toujours pas été retrouvé. Numéro 1. Tanya Tadlock et Clarence Hughes se connaissaient depuis plusieurs années avant de se marier à la Nouvelle-Orléans, où ils vivaient. Après la naissance de leur enfant, ils ont tous déménagé à Tulsa, Oklahoma, pour mener une vie apparemment ordinaire. Par une journée ordinaire d'avril 1990, Tanya Tadlock, âgée de 20 ans, vaquait à sa routine quotidienne lorsqu'elle a soudainement été percutée par un conducteur. Retrouvée inconsciente au bord de la route après la fuite du conducteur. Elle a été transportée dans un hôpital d'Oklahoma City. Ce qui n'était qu'une enquête de routine sur un délit de fuite est devenu un réseau complexe de conspiration, car ni Tanya ni Clarence n'étaient ceux que l'on pensait. Alors que la police tentait de découvrir qui était responsable du délit de fuite, Tanya a succombé à ses blessures. Par la suite, la police a entendu les inquiétudes exprimées par un collègue qui pensait qu'il y avait quelque chose de louche chez Clarence. Ces inquiétudes ont alerté les autorités qui ont alors surveillé de près le mari veuf. Après l'enterrement de Tanya Hughes, ils ont constaté que Clarence avait tenté de toucher le montant de 2 polices d'assurance souscrites sur elle quelques mois auparavant. Au cours de ce processus, il utilisait 3 numéros de sécurité sociale. 2 se sont révélés être faux et l'un a été identifié comme appartenant à un fugitif, Franklin Floyd.
Floyd était un criminel condamné originaire de Géorgie, en fuite depuis 1973, après avoir tenté d'enlever une jeune femme dans une station-service. Après avoir payé sa caution, il était en cavale depuis, utilisant de fausses identités et échappant à la loi. Il a rapidement été confirmé que Clarence Hughes était en réalité Franklin Floyd, et le FBI a rapidement été impliqué dans l'affaire. Au cours des mois suivants, les enquêteurs allaient disséquer chaque aspect de la vie du criminel et découvrir quelque chose de vraiment glaçant. Ils ont découvert des photos d'enfance de Tanya datant des années 1970, et sur la plupart d'entre elles se trouvait Floyd, qui était nettement plus âgé qu'elle. Ils ont vite découvert que Tanya n'était pas son vrai nom. La victime était en réalité Suzanne Marie Savakis, la fille d'une femme que le criminel avait épousée. Floyd avait enlevé Suzanne et ses 3 frères et sœurs pendant que leur mère purgeait 1 mois de prison. Il a élevé les enfants, chacun prenant sa propre voie, sauf Suzanne, restée sous l'influence de Floyd jusqu'à ce qu'elle soit en âge de se marier. Il lui a fait prendre le pseudonyme de Sharon Marshall au lycée, qui a ensuite été changé en Tanya Tadlock après leur déménagement à Tulsa. Tanya était la disparue Suzanne Marie Savakis, une victime d'enlèvement. Et son mari était l'homme qui l'avait enlevée lorsqu'elle était enfant, un fugitif recherché qui a été condamné pour 2 agressions, 2 enlèvements et 1 homicide. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos.